Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser EduModel, qui est un logiciel en ligne permettant de faire des modélisations numériques. Alors pour accéder à ce logiciel en ligne et parfaitement gratuit, c'est très simple, il suffit de taper EduModel dans un moteur de recherche et en général, le premier résultat correspond au site dont il est question. Voici la page d'accueil du site EduModel. Alors avant toute chose, il convient de définir ce qu'est un modèle. Un modèle, c'est soit une construction concrète, soit un résultat numérique qui permet de représenter un phénomène de la réalité. Alors, les constructions concrètes sont plutôt appelées modèles analogiques. Par exemple, on peut construire une maquette d'un volcan pour simuler son fonctionnement, alors que les modèles faits sur ordinateur sont appelés modèles numériques. Alors évidemment, aujourd'hui, la majorité des modèles sont numériques, puisque les ordinateurs offrent des puissances de calcul assez intéressantes. Alors les modèles actuellement sont utilisés dans beaucoup de domaines scientifiques. Toutes les sciences sont concernées, que ce soit la biologie, la physique, la chimie, la géologie. Également les sciences économiques. Les économistes utilisent très souvent des modèles. Et en général, pour créer des modèles complexes et performants, il faut faire de la programmation, utiliser des langages de programmation plus ou moins sophistiqués qui permettent d'obtenir des modèles performants. Alors, EduModel ne va pas permettre de construire des modèles ultra performants, mais il va être relativement simple à utiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait EduModel, puisqu'il est dédié à l'éducation. Donc, c'est des modèles faits pour l'éducation. Alors, sur la page d'accueil, on a tout de suite le choix entre deux types de modèles. Les modèles algorithmiques, multi-agents, et les modèles analytiques. Alors, les modèles analytiques se comportent un petit peu comme les programmations classiques qu'on peut faire, par exemple, avec Scratch ou AlgoBox ou autres programmes de ce même style, en gérant des variables qui dépendent de l'une de l'autre et en affichant les résultats de ces variables en temps réel. Je ne vais pas m'attarder sur ces modèles analytiques aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser aux modèles algorithmiques. Donc vous avez plusieurs niveaux d'entrée, ça ne change pas grand-chose au final. Donc je vais rentrer dans les modèles algorithmiques. Alors l'avantage d'EduModel, c'est que par rapport à Scratch par exemple, qui est déjà un langage de programmation assez simple, dédié pour l'éducation, mais ici c'est encore plus simple et c'est assez orienté pour les sciences de la vie et de la Terre, par la manière dont on peut construire les modèles. Alors je vais expliquer comment construire à partir de zéro un modèle. Ensuite, je décrirai un peu ce qu'on peut en tirer quand le modèle tourne, éventuellement aussi traiter les données dans d'autres logiciels. Mais sachez que vous pouvez avoir soit à construire un modèle ex nihilo à partir de rien, comme je vais le faire, ou certains exercices peuvent consister à exploiter un modèle déjà existant et fourni, voire à le modifier pour tester tel ou tel paramètre ou telle fonctionnalité. Donc en vous montrant comment on construit un modèle, cela vous montre par la même occasion comment en modifier un si jamais vous avez juste à en modifier un. Alors commençons la construction d'un modèle. Ici vous avez trois grandes parties pour gérer l'environnement, pour gérer les agents et pour gérer les règles qui régissent les comportements de ces agents-là. Alors je vais prendre un exemple tout simple, voire enfantin. Je vais essayer de modéliser un écosystème de la savane africaine avec simplement des végétaux, de l'herbe, des herbivores sous la forme d'antilopes, et puis des carnivores sous la forme de lions. Alors en premier lieu, il faut déjà créer l'environnement dans lequel on va faire tourner le modèle. Alors pour ça, il y a trois options. Déjà, visualiser la grille ou pas. Ça, c'est assez simple. Ensuite, si on va dans Paramètres, on peut justement ajuster les dimensions de cette grille. Alors, on peut partir d'une grille 2 par 2, c'est-à-dire juste 4 cases, ou aller jusqu'à 200 par 200. Je vais prendre par exemple ici 70 par 70.
Nombre maximal d'agents à l'écran, je mets pas de limite. Je ne veux pas être limité de ce point de vue-là. Pour les bords, je laisse comme ça, et l'opacité des zones aussi. Si je le souhaite, à la place d'avoir un fond blanc uniforme, je peux sélectionner une image. Alors là, je vais sélectionner par exemple ceci. Voilà, ça me fait une image de fond qui est un peu plus chatoyante, on va dire, que le fond blanc de base. Voilà pour les paramètres de l'environnement. Ensuite, je peux définir plusieurs zones différentes dans cet environnement. Alors par exemple, je vais définir dans mon environnement de savane africaine une zone aride. Je vais utiliser la couleur plutôt voilà, jaune orangé comme ça. J'ajoute la zone. Alors elle n'est pas encore créée, simplement elle est pré-créée, mais pour vraiment la créer, il faut que je définisse où créer cette zone dans mon environnement. Donc je peux utiliser par exemple le crayon, et là je définis en gros la zone qui sera, on va dire, aride tout à l'heure. Alors je fais un patch d'une forme quelconque, et ça sera la zone aride de mon modèle. Voilà, je vais créer une deuxième zone particulière en prenant cette fois l'inverse. Je vais prendre plutôt une zone fertile. Donc je fais ajouter une autre zone, zone fertile. Je vais prendre la couleur bleue, c'est très bien. Par exemple, on peut essayer de représenter une rivière qui coule. Je peux la faire couler dans l'angle ici. Voilà, et on peut supposer du coup que dans cette zone où coule la rivière, l'eau est présente en plus grande quantité et la végétation va pousser de manière plus importante qu'ailleurs. Voilà, donc j'ai créé une zone qui peut correspondre à un lit de rivière dans une zone globalement un peu plus sèche. Voilà, mon environnement est créé. Alors une fois qu'il est créé, il va falloir gérer les agents. Alors, premier agent que je peux créer, c'est par exemple de l'herbe. Alors de base, il existe plusieurs symboles prédéfinis qu'on peut utiliser pour représenter les différents agents. Par exemple, si je prends une croix et je la prends de couleur verte, voilà, je vais créer de l'herbe simplement représentée avec des croix vertes. Alors l'herbe n'est pas mobile, hein, c'est un végétal, donc je décoche ceci. Et la demi-vie, c'est voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, ça donne une indication de la durée de vie. On va dire que la végétation ne meurt pas, elle est renouvelée, donc je laisse 0, durée de vie infinie, sauf évidemment si elle est mangée par des herbivores, on y reviendra plus tard. Placement aléatoire, et puis je décide de mettre au départ 300 cases qui seront couvertes d'herbe, par exemple. Et je peux les mettre n'importe où au départ. Ajouter. Donc vous voyez qu'il y a des croix vertes qui ont été mises un peu partout. Alors pour faire plus joli, on peut mettre à la place des symboles qui sont prédéfinis des images personnelles. Par exemple, si je fais modifier l'agent, à la place de la croix, je mets image, et je vais aller sélectionner une image que j'ai déjà préparée. Voilà, icône herbe, OK. Et là, à la place des croix un peu ternes, on va dire, on a des vrais figurés représentant de l'herbe ici. Voilà pour le premier agent. Le deuxième agent que je vais créer, c'est par exemple des herbivores, des antilopes. Alors, je vais donner un nom à cet agent, antilope. Je le mets sous forme d'image également. Ce sera un peu plus joli. Je vais prendre celle-ci. Ici, l'agent est mobile, puisque les animaux se déplacent. Alors, je peux définir la mobilité des différents agents mobiles. Ici, je vais par exemple me laisser à 50%. Ça veut dire que un tour sur deux, l'objet, en l'occurrence ici l'animal, se déplacera. Et un tour sur deux, il ne se déplacera pas.
Déplacement autorisé vers n'importe quelle zone. Et là, il va falloir définir la demi-vie, puisque une antilope n'a pas une vie éternelle. Alors, la demi-vie, par définition, c'est la durée au bout de laquelle la moitié d'une population quelconque a disparu. Donc, par exemple, si je mets demi-vie 10 tours, ça veut dire qu'au bout de 10 tours, il y a la moitié des antilopes de départ qui seront mortes et la moitié qui restera. Et si j'attends encore 10 tours, il y aura la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart des antilopes qui restera, etc. Alors ici, je vais mettre par exemple une demi-vie de 200 tours. C'est-à-dire qu'au bout de 200 tours, la moitié des antilopes, si jamais elles ne se reproduisent pas ou elles ne sont pas tuées, hein, ça c'est juste le vieillissement, on va dire, la moitié des antilopes aura disparu par vieillissement au bout de 200 tours. Je laisse inchangés les derniers paramètres. Non, sauf celui-ci. En l'occurrence, je vais mettre 70 antilopes au départ, par exemple. Voilà, je peux du coup voir les antilopes déjà positionnées ici, en orange, un peu aléatoirement. Ensuite, je vais créer le dernier agent qui m'intéresse ici. Je vais prendre un carnivore, un lion par exemple. Je peux le définir avec une image aussi. Alors, il vaut mieux prendre si vous prenez des images assez franches et colorées pour que les différents éléments se voient bien dans le modèle. Si on prend des images un peu ternes, il est difficile de les repérer aisément. L'agent est mobile, encore une fois. Alors, je vais rajouter de la mobilité, puisque souvent les carnivores ont besoin de plus se déplacer pour trouver de la nourriture. Donc, je mets ici 80%. Sachant qu'un lion vit légèrement plus longtemps qu'une antilope, je mets une demi-vie un peu plus grande, c'est-à-dire 300 ici. Et j'en garde 10 au départ. Voilà, mon modèle est presque prêt. Il va falloir définir les règles, mais en tout cas, il y a déjà les différents agents. Alors, si je veux introduire manuellement des agents, par exemple, si j'ai le lion sélectionné, d'ailleurs, je vais mettre au pluriel, plutôt les lions sélectionnés, et si j'appuie sur introduire cet agent, vous voyez que ça en rajoute quelques-uns. Pareil, si je fais la même chose avec herbe, ça en rajoute. Si j'appuie sur dépeupler, ça enlève tous les agents sélectionnés. Si je veux revenir aux conditions initiales que j'ai définies dans les agents, je peux tout simplement aller ici et réinitialiser. Et là, je retrouve les nombres que j'ai rentrés, à savoir 300, 70 et 10. Voilà pour la gestion des agents. Alors, il reste à définir les règles, c'est presque la partie la plus importante. C'est des règles que va suivre le modèle et qui vont permettre de contrôler comment évoluent les différents agents, les uns en fonction des autres. Alors, je vais définir plusieurs règles. La première étant, par exemple, la croissance végétale. Parce qu'on va dire que l'herbe pousse naturellement. On appelle ça croissance végétale. Alors, il existe deux types de réactions. Ici, ça va être de la génération spontanée. On va dire que l'herbe pousse spontanément, sans qu'il y ait besoin de faire appel aux deux autres agents. Je ne mets pas de condition et je vais dire que la probabilité qu'une herbe apparaisse sur une case de base, ça va être 40%. Et là, il me faut dire justement que c'est l'herbe qui est créée, donc je choisis le produit créé spontanément. Alors, ici, il faut choisir la zone dans laquelle la règle est active. Alors ça, c'est important, parce que tout à l'heure, j'avais défini une zone aride, une zone fertile et une zone normale. Alors ça, c'est pour la zone normale, donc je vais cliquer sur zone non affectée. C'est tout ce qui n'est pas dans la zone aride, ni dans la zone fertile de tout à l'heure. En cas de réaction, aucun changement sur la zone, je laisse ceci. Alors justement, pour représenter la différence de fertilité entre la zone bleue ici et le reste, je vais créer une deuxième règle que je vais appeler croissance végétale rapide, zone fertile. C'est toujours une régénération spontanée, et là, au lieu de 40% tout à l'heure, je vais mettre le double, par exemple 80%. Ça crée également de l'herbe, et là, j'applique uniquement à la zone fertile. Voilà. Alors, on peut tester dès à présent ce qui va se passer. Pour l'herbe, je vais juste dépeupler les antilopes et les lions.
ne m'intéresse pas pour l'instant. Si je lance le modèle, j'expliquerai tout à l'heure les différentes possibilités sur la partie gauche, mais je lance juste le modèle. Vous voyez que de l'herbe apparaît spontanément et plus rapidement, 2 fois plus rapidement dans la zone fertile. Donc évidemment, au bout d'un certain temps, cette zone est entièrement couverte d'herbe, alors que ailleurs, ça prend plus de temps. Alors dans la zone aride, il y a quelques cases qui sont couvertes d'herbe. Ça, c'est les cases qui étaient présentes dès le départ avec de l'herbe. En revanche, il n'y a aucune herbe qui apparaît au cours du temps dans cette zone, puisque j'ai défini les règles pour que cette zone aride ne soit pas fertile, justement. Voilà comment marche le modèle de façon très simple avec un seul agent. Alors, je reviens au départ. Voilà. Alors, autre règle qu'il va falloir définir, c'est par exemple l'herbivorie. Quand les antilopes vont manger de l'herbe, arriver sur une zone où il y a de l'herbe, elles vont la manger. Alors, je vais créer une troisième règle que je vais appeler, par exemple, nourriture des herbivores. Ici, les antilopes. Là, ce n'est plus une génération spontanée, c'est une rencontre, puisqu'il va falloir qu'une antilope rencontre de l'herbe sur une case. Je mets aucun âge minimal pour l'instant. Je vais en mettre un plus tard. Probabilité, en gros, que l'herbe disparaisse quand une antilope arrive sur une case où de l'herbe est présente. Alors, je vais mettre 10%. On va dire qu'une fois sur 10, l'herbe va totalement disparaître quand une antilope vient dessus. Donc les réactifs, c'est une fois que j'ai une antilope qui arrive sur de l'herbe, et bien finalement il ne me reste que une antilope. Donc dans ce genre de réaction, à gauche vous avez les réactifs et à droite vous avez les produits. Donc ça montre que la réaction quand elle a lieu, c'est-à-dire dans 10% des cas, une antilope plus une herbe donne uniquement une antilope, c'est-à-dire qu'effectivement l'herbe a disparu. Alors il y a des options qui peuvent avoir leur importance ici. Ici, c'est expliqué si je laisse mon curseur, le produit se formera sur la même case que le réactif correspondant. Donc ça veut dire que je veux par exemple que l'antilope, quand elle mange l'herbe, la nouvelle antilope, finalement qui est la même que celle de départ, mais pour le programme ça en est une nouvelle, elle apparaisse à l'endroit où il y a l'herbe justement. Donc je clique ici. Et deuxième option, avec l'horloge, c'est le produit hérite de l'âge du réactif correspondant. Alors ça c'est important parce que c'est pas parce qu'une antilope va manger de l'herbe qu'elle va renaître. Donc il faut que je garde son âge puisque j'ai défini la demi-vie tout à l'heure. Sinon, si je coche pas cette case-là, à chaque fois que les antilopes mangent, elles vont devenir virtuellement immortelles, ce qui ne correspond pas trop à la réalité. Voilà, la règle est active dans n'importe quelle zone et puis pas de changement sur les zones. Voici la première règle d'interaction avec la nourriture des herbivores. De la même façon, je peux créer une règle pour la nourriture des carnivores. Donc je vais faire agir un lion avec une antilope, et dans ce cas, il va me rester qu'un lion, puisqu'a priori il aura mangé l'antilope. Je vais faire apparaître le lion à l'endroit où il a mangé l'antilope, et je garde son âge aussi, ça ne va pas le rajeunir. Je vais mettre une probabilité un peu plus importante. Non, je vais laisser à 10 pour l'instant. Je vais laisser à 10%. Alors ça, c'est valable pour n'importe quel lion, qu'il soit petit, grand, il n'y a pas d'âge minimal. Deuxième règle ajoutée. Donc j'ai parlé du déplacement des animaux, j'ai parlé de leur nourriture. Il me reste à parler de leur reproduction, ce qui est la troisième grande fonction des animaux globalement. Alors, je vais créer du coup une règle pour la reproduction des herbivores. Je vais considérer que pour qu'il y ait reproduction, il faut déjà que les antilopes en question soient matures sexuellement, donc je peux définir un âge minimal. Je vais le mettre
par exemple, à 30 tours. Alors, si on peut considérer, par exemple, que un tour, c'est un mois, donc ça fait, voilà, autour de quelques années, on va dire, alors que la vie totale d'une antilope dans ce modèle, ça sera une quinzaine d'années, on va dire. La probabilité, ici, je vais la mettre à 40%. Et la réaction, ça va être donc une antilope et une herbe. Ça va donner une antilope et une deuxième antilope, puisqu'il y a eu reproduction. Sachant que l'herbe a été utilisée pour nourrir la nouvelle antilope, etc. Ça apparaît toujours à l'endroit où il y avait l'herbe. Et puis, la première antilope garde l'âge de la mère, en fait, antilope. Et la nouvelle vient de naître, donc je coche pas la case ici. Voilà pour la reproduction des antilopes. Je peux définir une dernière règle. Vous avez deviné, ça va être la reproduction des carnivores. Je vais mettre un âge minimal un peu plus important que tout à l'heure, je vais mettre 50, parce que les lions sont matures sexuellement plutôt vers 3-4 ans, contre, on va dire, 1 à 2 ans chez les antilopes. Et la probabilité de réaction à chaque tour, je vais la mettre à 70, pour donner une petite chance à nos lions de survivre dans ce modèle. Alors la réaction va être du coup un lion plus une antilope. Ça va donner le même lion et puis un nouveau lion, puisque l'antilope va servir à nourrir le petit. Là encore, ça apparaît au même endroit et le premier garde son âge. Voilà, le modèle est prêt pour être testé. Alors je peux en venir du coup à la partie gauche. Alors simplement juste les options, les dernières options de la partie droite, je peux afficher ou non la grille. Donc vous voyez que dans chaque grille, il y a un élément, que ce soit une herbe, une antilope ou un lion, ou rien du tout. Je vais pas l'afficher parce que c'est pas forcément utile. Je peux afficher aussi la légende en bas. Donc ça me permet de savoir à quoi correspondent les différents figurés, et également les effectifs. Alors je vais les laisser, puisque ça permet de suivre en temps réel ce qui se passe dans notre savane. Voilà, alors si on veut également suspendre temporairement une règle, on peut le faire ici. Donc on l'a pas supprimée, si on veut la remettre plus tard, on peut la remettre plus tard, mais elle a été désactivée temporairement. Voilà pour la construction du modèle. Alors maintenant, passons aux fonctionnalités qui sont à gauche, qui permettent de faire tourner le modèle et de gérer les résultats. Si on clique sur écran d'accueil, on revient sur la page d'accueil en perdant un peu tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est simplement quand le modèle est fini. Si on veut en créer un autre et revenir au départ, on peut appuyer là-dessus. Le modèle, ici, enfin l'onglet modèle, sert à gérer les fichiers en lien avec ce modèle. Si je veux exporter un résumé du modèle, en gros avec tous les paramètres que j'ai créés ici, je peux faire ceci. Et si j'ouvre le résumé dans un logiciel qui permet de lire ces fichiers TXT, j'ai les différents paramètres que j'ai détaillés tout à l'heure avec les différents agents, l'environnement et puis les règles. Voilà, ça permet de faire un récapitulatif. Si je veux enregistrer le modèle en entier, je fais enregistrer ce modèle. Ici, je peux lui donner un nom, par exemple écosystème savane. Il est enregistré, donc si ensuite je veux le réutiliser plus tard dans du modèle, il suffit que je fasse charger un modèle et en prenant le fichier écosystème savane, je peux charger un modèle enregistré. Alors l'extension des fichiers, c'est .modèle en général. Je vais pas le faire ici puisque c'est exactement le même modèle. Voilà pour la gestion du modèle. Alors ensuite, il y a deux autres onglets, graphique et animation. Alors graphique, j'en parlerai en dernier lieu, je vais passer à animation. C'est justement pour lancer le modèle. Alors, c'est comme n'importe quel lecteur, si j'appuie sur le bouton play, je lance le modèle. Alors on voit que les animaux commencent à se déplacer et commencent à suivre les règles que j'ai définies. Donc on voit
je vais mettre sur pause. On voit déjà que dans la zone fertile, il y a plus d'herbes qu'ailleurs. On voit que les antilopes se déplacent et on voit que les lions, ma foi, essayent de chasser pour survivre. Ici, indiquer le nombre de tours écoulés. Je peux, avant que le modèle s'enregistre, définir des tours de chauffe qui servent à faire quelques tours avant que les données soient enregistrées et montrées sur le graphique. Bon, c'est pas forcément toujours très utile. La durée, je peux définir une durée fixe pour le modèle avec un nombre de tours, ici en mettant 0. J'arrête simplement quand je veux le modèle, donc je vais laisser comme ça. Si je veux revenir au début, je fais réinitialiser et je repars au début avec les conditions initiales. Alors vous voyez que la répartition est aléatoire, là j'ai des lions un peu en haut et un peu au milieu. Si je réinitialise un coup, vous voyez que les lions ont une autre répartition. Si je fais encore une fois, ce sera encore une répartition différente. Voilà. Alors je vais lancer le modèle et je vais parler en même temps qu'il avance du graphique. Donc le graphique représente au cours du temps qui est compté en tours ici. Alors on peut définir après ce que vaut un tour dans la réalité, si ça vaut un jour, un mois, une heure, etc. Mais dans le modèle, on parle de tours. Donc en fonction du temps en tours, ce graphique montre l'évolution de l'effectif de tous les agents qu'on a définis. Donc en l'occurrence ici, de l'herbe, des antilopes et des lions. Alors, en déplaçant le curseur sur les courbes, on peut avoir l'abscisse, le nombre de tours, et puis l'effectif. D'accord? Donc, voilà, ici, si je suis là, je sais que, voilà, au tour 990, il y avait 212 cases couvertes d'herbe. Ce graphique, je peux le déplacer où cela me convient. Je peux aussi changer sa taille. Par exemple, je vais l'augmenter un petit peu pour mieux voir les variations des différents paramètres. Le graphique, je peux également le lisser. Vous voyez la différence entre les courbes. Là, c'est vraiment tour par tour que les courbes sont tracées. Si je lisse avec un chiffre que je peux changer, les courbes sont, comme c'est indiqué, plus lisses. Par exemple, si j'augmente le chiffre ici, si je mets 50, le lissage va être plus prononcé et ça fait des courbes un peu plus agréables à analyser. Voilà, je peux également modifier l'échelle horizontale pour dilater plus ou moins mon graphique. Alors là, je vais le laisser comme ça pour attendre encore quelques tours. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en fonction des règles qu'on a définies comment se comporte le modèle. Ben, vous voyez que dans la zone aride, il n'y a pas trop d'animaux puisqu'il n'y a pas trop d'herbes. Donc les herbivores ne peuvent pas se nourrir et du coup les carnivores non plus. L'essentiel de l'activité se regroupe autour de la zone fertile, autour de la rivière que j'avais dessinée au départ. Avec beaucoup d'antilopes et évidemment c'est là où il y a pas mal de lions qui gravitent pour se nourrir. Ce qui est intéressant aussi de voir dans le graphique, c'est que quand le nombre d'antilopes diminue, on a plutôt tendance à voir l'herbe qui augmente. C'est assez logique, puisque si l'herbe n'est pas broutée, elle peut augmenter plus facilement. Et vice-versa, ici on a une forte augmentation du nombre d'antilopes. Ça s'est traduit par une forte diminution des cases couvertes d'herbe. Également, on peut définir les relations entre les lions et les antilopes. Si le nombre de lions augmente, c'est ça aussi qui fait diminuer le nombre d'antilopes ici. Donc vous voyez qu'il y a une relation entre les trois. Hein. C'est le genre de conclusion qu'on peut déduire de ces modèles-là. Par exemple, quand le nombre de lions augmente, comme c'est le cas ici, vous voyez actuellement il y a beaucoup de lions, eh bien forcément le nombre d'antilopes diminue puisqu'elles sont tuées, et en conséquence l'herbe voit sa surface augmenter puisqu'il y a moins d'antilopes. C'est ce qui est en train de se passer ici. On peut essayer de prévoir ce qui va se passer quand il n'y aura plus beaucoup d'antilopes. Les lions n'auront plus trop à manger, donc ils vont finir par régresser eux-mêmes. Et s'il y a moins de lions, les antilopes vont voir leur nombre réaugmenter, et du coup l'herbe va régresser à nouveau. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, les lions ont diminué. Ça laisse la population d'antilopes libre de croître un peu plus facilement, et l'herbe va recommencer à diminuer puisque les antilopes mangent l'herbe. Donc c'est intéressant ces graphiques parce que dans le cas présent, ça permet de voir les interactions entre les différents prédateurs à différents niveaux. Alors si je suis satisfait de mon graphique, je vais peut-être attendre juste la dernière chute ici de l'herbe. Je peux arrêter
l'animation. Voilà, j'attends juste la fin de la chute ici, pour que j'ai une belle courbe finale. Et je vais pouvoir exporter le graphique. Alors l'exporter, c'est-à-dire le stocker sous forme d'un fichier. En l'occurrence, ça va être des fichiers CSV qui peuvent être lus et analysés dans des tableurs du style Excel ou Google Sheets ou tout autre tableur disponible. Alors je vais le faire tout de suite. Je fais exporter. Je vais l'appeler écosystème Savane. Et là, j'ai téléchargé mes résultats. Voilà, j'ai fini sur la fenêtre du modèle. Je peux recommencer plusieurs fois, éventuellement, le modèle, sachant que les résultats sont aléatoires, hein, j'aurai jamais exactement les mêmes résultats, mais je pourrais définir des lois qui seront identiques comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors maintenant, si j'ouvre par exemple une page du tableur de Google, ensuite je prends une vide, je peux importer les données que j'ai créées dans mon modèle. Pour faire ça, je fais fichier importer. Alors dans Excel, hein, c'est la même fonctionnalité. Et je vais chercher dans téléchargement écosystème Savane. Voilà. Donc je vais sélectionner mon fichier CSV qui a été exporté tout à l'heure. Alors je vais créer, non, je vais remplacer la feuille de calcul. Le séparateur ici, c'est un point virgule. Alors des fois, il ne le détecte pas automatiquement, donc s'il y a un problème, vous pouvez directement mettre point virgule ici. Importer les données. Alors il y a beaucoup de données, donc ça prend un petit délai pour les charger, mais il va y avoir du coup 4 colonnes. La première, c'est le temps en tour, et puis les 3 autres, c'est les 3 agents. Les voici. Donc je retrouve mes conditions initiales, 300 cases d'herbe au départ, ensuite 70 d'antilope et 10 de lion, et puis j'ai l'évolution tour par tour. Si je veux créer un graphique à partir de ça, je peux sélectionner les colonnes. Alors, si j'essaie de les sélectionner comme ça, j'ai pas fini parce que le nombre de tours se compte en milliers, voire dizaines de milliers. Donc je sélectionne tout d'un coup en faisant comme ça, en cliquant sur les cases A, B, C, D. Et là, je vais faire insertion graphique. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de données à traiter, mais dans un petit moment, voilà, le graphique va apparaître. Alors pour mieux le voir, je vais directement le mettre dans une feuille à part. Voilà. Et là, j'ai l'ensemble des données qui ont été enregistrées par le modèle. Alors, je peux changer et personnaliser ce graphique. Par exemple, l'herbe en bleu, c'est pas très parlant. Donc, je peux choisir la couleur avec un clic droit. Pardon, ici. Voilà, série. Voilà, donc je sélectionne la série et sur la droite apparaissent les différentes options. Donc je vais mettre l'herbe par exemple en vert foncé, c'est plus parlant et ça correspond à ce qu'il y avait sur le modèle. Ici, c'est les antilopes en rouge. Alors tout à l'heure le rouge c'était plutôt pour les lions, donc je vais mettre plutôt orange ici, pas qu'il y ait de confusion, et je vais garder le rouge pour les lions ici. Voilà. Ensuite, je peux évidemment changer le titre. Je mets résultat de la modélisation de l'écosystème de savane. Je peux aussi rajouter les titres des axes, enfin je dois même, puisque là ils sont que très partiels. Donc je vais mettre titre de l'axe horizontal, c'est le temps qui est compté en tours.
Voilà, donc si on fait des graphiques sur ordinateur, hein, on applique les mêmes règles que n'importe quel graphique, notamment ceux tracés à la main. Il faut bien mettre les unités et les grandeurs des axes. Donc c'est bon pour l'axe horizontal. L'axe vertical, je vais mettre effectif. Alors là, j'ai pas besoin de mettre d'unité parce qu'un effectif, c'est un nombre qui dépend de ce qu'on compte, hein, soit de l'herbe, soit des antilopes ou des lions. Voilà, je peux aussi changer la police, etc. Ça m'intéresse pas forcément ici. Voilà pour le graphique. Alors ensuite, je peux également appliquer diverses formules ou divers traitements sur ces courbes que les tableurs permettent, comme des courbes de tendance ou autres, mais ça, c'est pas forcément l'objet de ce tutoriel. Voilà comment utiliser EduModel, comment créer un modèle. Alors évidemment, pour en modifier, il suffit juste de modifier les agents ou les règles, éventuellement l'environnement, mais vous avez appris dans cette vidéo l'ensemble des fonctionnalités. J'espère que vous en ferez bon usage. À bientôt.